Eh bien, bonjour et bienvenue, chers amis, sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue progressivement vers son ultime perfection. Et que pourrait-elle faire d'autre, cette humanité, à part évoluer vers sa perfection, puisque nous constatons qu'il y a du progrès au sein de notre espèce, depuis que nous nous sommes séparés des autres primates et que nous avons développé une dextérité, une conscience, une capacité à accumuler nos connaissances, l'écriture, etc., plus tard, enfin, tout ce que nous avons imaginé durant toutes ces centaines de milliers d'années d'évolution. Eh bien, pourrait-on imaginer qu'on s'arrête en cours de route, que ces progrès, bon, évidemment, qui sont émaillés de moments de recul de l'humanité, 14-18, 39-45, certainement, peut-être, voilà, il y en a eu d'autres. Je pense qu'à chaque époque, il y a des périodes qu'on pourrait ranger du côté de la régression ou du recul. Mais en réalité, ça n'en est pas. Évidemment, même dans les pires moments, d'abord on en sort, 39-45, certainement que les gens qui vivaient en Europe en 1940 ou 41 se demandaient si un jour ou l'autre on sortirait de ce chaos. Et puis 3 ans après, c'est la libération, la fête et la multiplication des progrès sociaux derrière qui accompagnent tout cela, et des progrès humains. L'apparition du crime contre l'humanité, du tribunal international, tout un tas de choses qui n'auraient même pas pu être mis en œuvre sans tomber dans cette ignominie que les hommes ont connue pendant cette période. Donc, même le pire, en fait, même les moments de régression sont des moments permettent à l'humanité de progresser. Et est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on s'arrête en cours de route? Non. Est-ce qu'on pourrait s'imaginer que les progrès sont destinés à l'apothéose de la technique, à l'apothéose du matérialisme, à développer des voitures somptueuses, des avions extraordinaires, bon bref, tout ce qu'on invente là, dans tout ce que l'humanité contemporaine développe? Est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est le but final, l'objet? Non, évidemment. L'objet, il est là pour nous aider à jubiler, à avoir du plaisir dans l'existence. Du plaisir est plus haut que le plaisir du bonheur. Le plus haut degré du plaisir, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qui est au-delà des petits bonheurs que le monde matérialiste nous propose, évidemment. Mais c'est juste que le monde matérialiste nous propose ces petits bonheurs, les grands restaurants, les choses de luxe, je sais pas moi, voilà, la fête, tout ce qui sert, entre guillemets, au repos des guerriers que nous sommes, hommes et femmes, qui travaillons dans cette humanité et qui construisons cet état de perfection pour nos futurs descendants. Mais en réalité, ce que nous construisons, c'est la capacité pour nos futurs descendants, pour ceux qui vivront dans l'état de perfection que nous sommes en train de construire, dans ce paradis que nous sommes en train de construire. Évidemment, il faudra encore quelques siècles d'évolution, peut-être 2, 3, 4, 5 siècles, on ne sait pas.
ça dépendra de la lenteur de la prise de conscience de notre sens par l'humanité. Mais maintenant, cette prise de conscience, le sens de l'humanité commence à être un petit peu éclairé par un petit peu de tous les côtés. Les spirituels en ont parlé, évidemment. Les grandes spiritualités ont dit que le bonheur, les grandes philosophies ont expliqué que depuis très longtemps, depuis des millénaires, que le bonheur, c'est pas ce que les médias nous vendent. Ce que les médias actuellement, c'est le marché qui les domine. D'ailleurs, la plupart des médias, les médias privés, par exemple TF1, CNews, BFM, LCI ou Canal+, ou etc., sont privatisés. Et qui c'est qui détient ces médias? Eh bien, ce sont des oligarques. Bernard Arnault, Niels, etc., etc. Et les oligarques, eh ben, c'est les patrons des grandes boîtes. Donc, c'est le patronat, en fait, qui détient ces médias. C'est les valeurs du patronat qui tiennent ces médias. Et dans quelques temps, quand on sortira de ce problème-là, parce que c'est un problème, effectivement, on dira, mais comment et puis même des socialistes, d'ailleurs, puisque c'est parti à l'époque de Mitterrand, comment des socialistes ont pu être aussi stupides? Et c'est là où Mitterrand, on en fait une sorte de génie intellectuel, mais c'est loin de ça. Hein. Il était pas vraiment conscient de ce qu'il faisait réellement. D'abord, il n'aurait pas participé à l'anéantissement, et d'ailleurs avec tous les socialistes, une grande partie des socialistes qui étaient autour de lui et qui faisaient cette politique, il n'aurait pas commencé l'anéantissement de la gauche, et justement en vendant les médias au patronat. C'était une absurdité sans nom de faire ça. Bon, mais c'est un moment, c'est une absurdité quand on le voit de l'extérieur, mais ça a sa raison d'être. Ça a permis d'aller à l'excès, de laisser ce néolibéralisme et ce capitalisme aller vers l'excès pour qu'il nous écœure et qu'on n'ait plus envie du tout de le suivre, et qu'on n'ait qu'une seule envie, c'est de changer de modèle. Et là, on voit bien que ce libéralisme est en train il faudra encore qu'il aille jusqu'à l'apothéose de ses excès pour que l'humanité dise bon, non, on veut plus ça, c'est pas nos valeurs, etc. Il a apporté des choses aussi, hein, le fait de produire des objets en profusion, de développer le commerce comme ça, fait que maintenant, ben, il y a certainement plus un être humain sur cette planète qui peut vivre nu contre son consentement, qui pourrait être, voilà, des habits. Il en a été fabriqué pour l'ensemble des êtres humains. Et alors ce que les pays capitalistes riches ne veulent plus, ils sont expédiés dans les pays où ils en ont besoin, etc. Donc on voit bien que par certains côtés, il y a des progrès, bien entendu. Mais comme ces progrès ne sont pas volontaires, ne sont pas liés à la bienveillance, mais voilà, les miettes qui tombent, je ne peux pas les ramasser, donc chacun, voilà, que ça profite, c'est tant pis. Voilà, c'est comme ça que pense le capitalisme en réalité. Il n'est pas par la bienveillance, c'est pas la bienveillance. Mais ça, la bienveillance, c'est un état qui viendra, qui va venir. On va passer du néolibéralisme, du capitalisme, en somme, à la symbiose, à un système symbiotique.
c'est l'avenir. Alors peut-être ça prendra encore 50 ans, peut-être 80 ans, peut-être avant, mais en tout cas, on va vers un système symbiotique universel, c'est-à-dire que ça sera conscient, le partage sera conscient, le respect de toutes les cultures sera conscient, etc. Et le respect de chaque être humain sera conscient. Voilà. Donc, on va lire un petit passage. J'utilise toujours des bouquins comme ça que je trouve. Et là, j'ai trouvé ce livre, Le Bonheur, anthologie de textes philosophiques. Et on va lire un petit passage, un petit extrait de John Stuart Mill. Alors, justement, c'est un chantre du libéralisme, hein, et le libéralisme, oui, effectivement, il a sa raison d'être. Et si les libéraux écoutaient les Adam Smith, les Stuart Mill, les philosophes qui sont à l'origine du libéralisme, s'ils connaissaient la philosophie du libéralisme, les libéraux, les ultralibéraux là, qui ont mis en œuvre les Berlusconi, les Bernard Tapie, les je sais pas moi, enfin bon bref, ceux qui sont arrivés dans les années 80, à partir des années 80, qui se sont engouffrés dans le nouvel Eldorado de la mondialisation, etc. Eh bien, s'ils connaissaient réellement la philosophie de ceux qui ont mis en œuvre le libéralisme, ils se seraient comportés certainement d'une autre manière, parce que il y a le respect d'autrui, il y a l'idée de partage, il y a l'idée de... c'est loin d'être un capitalisme sauvage qui était prévu, quoi. Et c'est pour ça que les chantres de la mondialisation l'ont appelée mondialisation heureuse. Ils pensaient que oui, c'était possible. Sauf que laisser la liberté à des capitalistes de faire ce qu'ils veulent, c'est impossible qu'ils fassent du bien. On n'a jamais vu un patronat, par exemple, dans l'histoire du patronat depuis 1800 et quelques, depuis qu'il y a de l'industrialisation, des patrons qui spontanément ont donné des avancées sociales à leurs ouvriers, en dehors des quelques idéalistes qui avaient les phalanstères ou quoi que ce soit, mais qui ont été extrêmement marginaux. Globalement, le patronat, il a fallu lui arracher de haute lutte en suant sang et eau pour pouvoir avoir les acquis sociaux que nous avons aujourd'hui. Sinon, si on l'avait laissé faire, on travaillerait encore 14 heures par jour, le samedi, le dimanche, les enfants à partir de 5 ans seraient dans la mine, etc. Voilà, et pour eux c'était tout à fait logique, même si leurs enfants, les enfants de ces capitalistes-là n'allaient pas à la mine, n'allaient pas travailler. Mais pour eux, donc il faut voir l'état d'esprit d'un être humain qui soigne bien ses enfants, qui leur fait faire, qui leur donne des jouets, qui les instruit, etc. et qui embauche de la même manière, de l'autre côté, des gosses de 5-6 ans pour travailler comme des malades dans un bagne et des femmes sous-payées, enfin bref. On voit bien que là, il faut un mépris d'autrui. Et ce mépris d'autrui, il traverse l'histoire de l'humanité. Il est encore là. On le sent. Il est beaucoup moins intense, évidemment. Il régresse dans l'évolution de l'humanité. Mais on voit bien qu'il y a un occidentalocentrisme. D'ailleurs, ce terme est de moi. Il y a quelques personnes qui l'ont utilisé, je vois maintenant. Mais bon, c'est quelque chose que j'ai écrit déjà très longtemps. Donc cet occidentalocentrisme, un peu de narcissisme, là, un peu d'égocentrisme de ma part,
Voilà, ça me rassure, ça me fait un peu du bien de pouvoir dire mince, quand même, rendons à César ce qui est à César. Et donc, oui, alors, donc, on voit bien que ce système est encore en cours dans les médias. On voit bien que c'est des coloniaux, que l'esprit colonial, il est encore, il inonde les médias, la politique et les industriels occidentaux. C'est incroyable, quoi. Hein. Alors, bien sûr, ça a diminué d'intensité, c'est pas aussi violent qu'avant, etc. Ça a évolué. Mais il va falloir soigner ces dominants occidentaux. C'est peut-être ce qui est en train de se jouer dans les événements actuels. C'est la diminution progressive du narcissisme occidental qui est en train de se jouer là. Voilà. Donc, allez, on y va. On va lire un petit peu cette partie-là qui est consacrée à John Stuart Mill. De la liberté, de l'individualité comme l'un des éléments du bien-être. L'individualité. Mais c'est là où, évidemment, c'était très important à l'époque. C'était amener la liberté en 1800 et quelques. C'était une valeur majeure dans un monde qui sortait de la royauté, qui sortait d'un système où l'aristocratie possédait tout et puis le peuple était loin d'avoir la liberté, d'avoir l'égalité, le partage. Donc l'idée d'égalité, là, de ces philosophes du 19e siècle, du 18e, 19e siècle, c'était fondamental. Ça a été une évolution majeure pour l'humanité. Mais voilà, maintenant, aujourd'hui, on sait qu'il va falloir aussi dépasser l'individualité. Il va aussi falloir dépasser la liberté telle que le libéralisme nous le propose, c'est-à-dire la liberté pour les dominants et l'oppression pour les dominés. Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est la liberté pour tous, et l'égalité pour tous, et la fraternité pour tous, et le partage pour tous. C'est ça qui attend l'humanité qui arrive. Alors, utilitariste, à la suite de Bentham, mais influencé également par l'empirisme de Hume et par certaines idées socialistes et féministes, Mills reprend la morale utilitariste, mais en lui donnant une tournure moins égoïste. C'est le bonheur général qui est le but de nos actes. Et le bonheur général, c'est là où ça n'a pas été entendu. Parce que si on parle de bonheur général, évidemment, ce n'est pas le bonheur pour les industriels de 1850 qui, eux, essayaient d'accéder au bonheur. Ils avaient une forme de bonheur et puis c'était le malheur pour tous leurs ouvriers, quoi, globalement, hein, qu'ils entassaient dans des taudis, etc., etc. On connaît l'histoire. Donc, c'est le bonheur général qui est le but de nos actes. Et ça n'a pas été entendu. Mais bien sûr, on lit que ce qu'on veut, hein, que c'est valable pour tout le monde, y compris pour moi. Voilà, on a un regard sélectif sur les choses, bien souvent. Pour assurer le bonheur de l'individu duquel elle dépend, la société devrait étendre sa tolérance à tous les goûts et modes de vie que peut choisir un individu, même si, étant donné les différences entre les hommes, il est seul de son avis. Le bonheur est indéfinissable en général, car chaque individu pourrait lui donner un contenu différent. Voilà, eh bien, ça, c'est clair que le choix de penser, le choix de se vêtir, de suivre tel mode, de vivre dans le monde ou de s'en écarter, etc., etc., ça doit être une liberté absolue. Alors évidemment, le libéralisme, c'est celui qui donne le plus de liberté jusqu'à présent, plus que le communisme, et c'est ce qui a fait tomber malheureusement le communisme.
le communisme a perdu le combat contre le capitalisme à cause de ne pas avoir entendu le désir de liberté de ses concitoyens. C'est la paranoïa qui l'a obligé à s'enfermer et à restreindre les libertés. Et la paranoïa, elle n'est pas venue comme ça. C'est clair que le capitalisme essayait de déstabiliser le communisme, essayait de le démonter. S'il avait laissé ses frontières ouvertes, si l'URSS, par exemple, avait laissé la pénétration du capitalisme dans son modèle, le capitalisme l'aurait ravagé, bien entendu, aurait réussi à le flinguer, ce qu'il a réussi à faire en 80, dans les années 80, jusqu'à la chute du mur de Berlin. Donc évidemment, c'est la dictature qu'a vécue l'URSS, elle est liée à la paranoïa de ses chefs, pour une part, et à l'offensivité, à la perversion du capitalisme qui voulait le détruire. Et qui a... Voilà, c'est comme si quelqu'un laisse... voilà, par exemple, là, je vends des bouquins sur le bord de la route et j'ai laissé à chacun de... Il y a une petite boîte, les gens se servent et c'est écrit 2 € le livre et ils doivent mettre l'argent dans la boîte. Donc pour l'instant, ça marche, cette chose-là. Mais admettons qu'on commence à venir, à prendre des bouquins sans les payer ou à prendre la petite boîte où il y a de l'argent, enfin bref. Eh ben, de cet altruisme que j'ai décidé de mettre, peut-être ça va me rendre complètement, ça va m'enfermer dans un autre modèle de pensée. Et c'est ça, l'autre a de l'influence aussi. Et on ne voit pas l'influence, on n'a pas encore analysé l'influence du capitalisme sur la dictature qui s'est imposée en URSS. Et comme aujourd'hui, on ne réfléchit pas sur l'influence de l'Occident, de l'OTAN, de l'offensivité de l'OTAN sur l'enfermement de l'URSS et le retour à la dictature. C'est clair qu'ils avancent vers une nouvelle dictature, mais l'influence de l'OTAN a été décisive dans cet enfermement. Et ils sont tout à fait conscients. C'est quelque chose que les Américains que l'Occident était tout à fait conscient de vouloir enfermer, repousser la Russie vers la dictature pour éliminer un concurrent en réalité sur l'image du monde. Voilà, il se redit encore, nous sommes la liberté, voilà, et donc c'est une façon d'avoir le pouvoir, de domestiquer le pouvoir. Mais tout ça, ça va être analysé dans le futur. C'est quelque chose qui va pas perdurer des siècles encore. On va commencer à comprendre et il faudra critiquer le capitalisme et son comportement vis-à-vis des autres modèles de pensée. Voilà pour cette petite lecture. Eh bien, si vous pensez que ça a un peu d'intérêt universel, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net qui date de l'an 2000 et qui explique tout ce que je suis en train de dire là. Et puis vous pouvez laisser des commentaires et vous pouvez envoyer les liens à vos amis. Voilà, tout ça, ça augmente la visibilité du site si vous la jugez pertinente. À très bientôt, merci de votre écoute.